On repart les amis. Donc François, The Economics and Uncertainties of Nuclear Power. Cambridge Edition. University Press, voilà. Ah ouais. On est content quand on a fait ça, non? Oui, j'aime beaucoup sur la couverture parce que c'est la peinture d'un ami. En fait, le truc, c'est pris comme une évidence. Donc, Emmanuel Macron va sans doute annoncer demain un choix nucléaire. On parle beaucoup, notamment, du développement d'un petit réacteur qui s'appelle SMR. Voilà, les trois lettres ont fait irruption dans le débat. Moi, je trouve toujours très marrant comment des lettres, tout à coup, font irruption dans le débat médiatique, comme si tout le monde savait de quoi on parlait, quoi. Évidemment, une paire de SMR, 340 mégawatts, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il n'y a aucune référence. Bref, peu importe. Et donc, c'est pris comme une espèce d'évidence, par Bruno Le Maire, par exemple, que l'énergie nucléaire est une énergie, alors décarbonée, oui, mais peu chère. Alors, en fait, vous avez écrit plus de 300 pages pour dire que c'était beaucoup plus complexe que ça, finalement, François. Oui, c'est-à-dire que la différence qu'il faut tout de suite introduire, c'est entre le parc nucléaire qui existe en France celui et qui est amorti, les nouveaux réacteurs. Non, on parle des nouveaux. Si on parle des nouveaux réacteurs, c'est vrai que si on prend l'évolution historique en monnaie constante, en s'intéressant au prix en dollars ou en euros par mégawatt, parce que évidemment les plus grands réacteurs sont plus chers, mais il faut normaliser. Si on normalise, on voit que le prix des réacteurs aux États-Unis, eh bien, plus le réacteur est construit récemment, plus il est cher. D'accord ? Vous prenez les premiers réacteurs depuis 1960. En France, on est relativement stable. Au Japon, ça monte. En Corée, c'est à peu près stable. Et donc, on a affaire à une industrie qui ne réduit pas ses coûts. Avec l'avancée technologique. Vous prenez le solaire, vous prenez les éoliennes. À chaque fois qu'on construit une éolienne, eh bien, elle est moins chère que l'éolienne précédente. En fait, sur le nucléaire, historiquement, ça n'a pas été le cas. Du fait des exigences de sûreté, François. Voilà, alors après, quelles sont les explications? Pourquoi on n'a pas cette descente des coûts avec le progrès technique et une meilleure organisation pour fabriquer les choses et pour les construire? Eh bien, une des raisons, c'est effectivement la régulation de sûreté. C'est que la bonne nouvelle, les réacteurs coûtent de plus en plus cher à taille comparable et en monnaie constante, mais ils sont de plus en plus sûrs. Ouais. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais vous voyez que la compétition technologique, elle est entre plusieurs façons de produire de l'électricité, y compris de l'électricité non carbonée, dont le nucléaire. Et si le nucléaire ne parvient pas à stabiliser ses coûts de construction, eh bien, il va se faire chasser un jour par renouvelable plus stockage. D'accord ? C'est que la bonne comparaison, c'est nucléaire d'un côté versus stockage et renouvelable. Le renouvelable a fait ça. Le stockage, si le prix du stockage d'électricité diminue, le nucléaire sera vraiment dans une mauvaise position économique de compétitivité. Le problème, François, et alors on est vraiment sur le cœur du truc, c'est que ces décisions, on doit les prendre maintenant. Ouais. Et que, effectivement, alors... je fais de la retape, mais formidable émission la semaine dernière sur le prix de l'électricité, j'ai appris énormément de choses. Effectivement, par exemple, les grands champs d'éolien en mer aujourd'hui peuvent vous sortir un prix du mégawattheure qui est à peu près comparable à la sortie de l'éolienne, 42, 43 euros le mégawattheure, à ce que fait le nucléaire. Sauf qu'en fait, le système derrière, c'est-à-dire le stockage, la régulation, les nouveaux réseaux pour gérer... Oui, absolument. Ça, c'est un coût qui est aujourd'hui inestimable et inestimé pour les Enfin, inestimé, là, ça s'appelle les coûts système. Bah oui, mais pour le stockage, tu ne peux pas, tu sais pas. Pour le stockage, on n'était même pas sûr, en fait, que tu feras un jour du stockage. Non, mais je croyais que c'était allusion au fait que c'est une énergie intermittente. Intermittente, voilà. Donc si c'est intermittent, il y a des coûts de système, exactement, du backup, etc. Donc ça, mais on arrive quand même à estimer. Il va y avoir un très beau rapport du réseau de transport de l'électricité. C'est l'entreprise qui gère les lignes haute tension. Eh bien, le 25 octobre, un rapport avec plein de scénarios, avec du nucléaire, sans nucléaire, etc., et avec des estimations des coûts. Ouais. Tu as quand même une évolution du coût de stockage récente qui est pratiquement aussi spectaculaire que celle des panneaux PV. Les panneaux PV, c'est moins 20% par an en termes de baisse de coût, c'est-à-dire une division par 10 en 10 ans. On enlève à 0 tous les ans. Et le stockage, c'est à peu près les mêmes tendances. C'est une division par 8 en 10 ans. Donc, le problème... Il ne faut pas refaire l'émission. Ouais, je ne vais pas refaire l'émission parce que, voilà, en gros, le stockage dont on parle est à ce point massif
Oui. Parce qu'il faut voir de quoi on parle. C'est toujours les effets d'échelle, en fait, sur l'énergie. Mais Que c'est ça, c'est la même question. pas au début du commencement de le réaliser. C'est ça la question, c'est l'empreinte au sol en fait. Voilà. La vraie question, c'est l'empreinte au sol. Et donc pour moi, l'arbitrage. Et la chimie, et les métaux rares, et tout ce qui fait une batterie. Les métaux rares, il n'y a Voilà. pas de sujet de métaux rares, mais bon, ça, on pourra, voilà, on pourra y revenir. Mais non, le mais fait que honnêtement, sur la partie lithium, cobalt, métaux rares, etc., il n'y a pas de sujet. Mais enfin, bon, on pourra évidemment en faire une émission dédiée. Mais non, le point, c'est qu'effectivement, c'est ce que disait François, le prix d'un nucléaire nouvelle génération, donc c'est de l'ordre de 55 effectivement euros de mégawattheure, ce qui est pas mal, effectivement. On est aujourd'hui avec un solaire qui est largement compétitif et avec un stockage qui diminue fortement. Donc la question à la fin, c'est à peu près clair, pour moi en tout cas, que la partie solaire stockée va être vraisemblablement moins cher. La question, c'est effectivement le foncier, l'empreinte au sol et la capacité à. Après, c'est compliqué parce que le solaire, il faut qu'il y ait du soleil. Oui, bien sûr. En Californie, c'est beaucoup moins Merci cher. François. En Californie, c'est beaucoup moins cher. En Allemagne, c'est beaucoup plus cher. C'est Et une puis, émission attention, d'experts. N'oubliez pas. Mais la véritable question, N'oubliez c'est pas que la question du stockage, c'est la question du stockage intersaisonnalité. Absolument. Voilà. C'est pas le Absolument. stockage pour 24 heures. Mais Et ça, ça, on ne sait pas trop faire. Et ça veut dire surdimensionnement. À coût relativement modeste. Et la véritable, la véritable question autour de tout ça, c'est quel coût on associe à la possibilité, même très faible, d'un blackout. C'est-à-dire que le véritable problème des énergies dites intermittentes, même si on a des systèmes qui permettent en théorie d'éviter les blackouts, c'est à partir de quel moment est-on suffisamment sûr d'atteindre une probabilité tellement faible qu'on pense que le blackout n'arrivera jamais. Et donc, quel est ce coût de cette probabilité extraordinairement faible? Parce que le coût d'un blackout est énorme, à la fois en termes politiques, en termes économiques, en termes sociaux, il est monstrueux. Oui, mais là, je te rassure, Wilfried, c'est relativement bien estimé. C'est the value of loss load. C'est-à-dire que tu as, aux États-Unis, en Europe, etc., tu as des estimations sur comment on peut estimer la perte pour l'économie liée mais François, à une interruption je veux dire, c'est que de la fourniture d'électricité. Ce que je veux dire, c'est que tu peux le mesurer d'un point de vue économique. Ton impact politique peut être dévastateur, totalement dévastateur. Et donc, le régulateur qui va prendre la décision aujourd'hui, le politique qui va prendre la décision aujourd'hui, doit intégrer le fait que si jamais tu as un blackout en Bretagne... Non, mais alors attends, mais allons-y, parce que c'est ça le sujet qui m'intéresse aussi. Donc le politique qui va prendre la responsabilité, par exemple, de fragiliser le marché européen de l'électricité en essayant de changer le système de tarification qui est le système actuel et que Bruno Le Maire veut changer, qui est celui de la dernière centrale appelée. Pourquoi la dernière centrale appelée? Ça, on l'a bien expliqué. Parce qu'il faut qu'il y ait un gars qui appuie sur le bouton, il faut que ce soit rentable pour lui à la fin des fins. Pour équilibrer les réseaux. Et s'il ne le fait pas... Mais ça, c'est un système formidable. Le marché, vas-y François, vas-y. Le marché de gros de l'électricité, c'est un système formidable. Pourquoi c'est un système formidable? Parce que, justement, les consommateurs, ils vont payer leur électricité sur le marché de gros. Ils vont payer leur électricité et se fournir auprès de celui qui propose le prix le plus bas. S'il est en Allemagne, s'il est en Hollande, s'il est produit avec du nucléaire, s'il est produit avec du gaz, peu importe, le fait que le prix soit égal au coût marginal de la centrale marginale, eh bien il fait, et le fait qu'il y ait un marché européen et qu'il y ait une plaque européenne de l'électricité, fait que vous pouvez, à chaque instant, vous approvisionner, vous, comme consommateur de gros, au prix le plus bas de la François, production plus la transmission. Je ne comprends pas, c'est tout le contraire qui se passe en ce moment. Ça, c'est le marché de gros. Et le marché de gros, le marché de gros, c'est le seul marché qui existe sur l'électricité. En Europe, il n'y a pas. Mais alors, c'est quoi ce 150 euros le mégawattheure qu'il y a aujourd'hui? Ça, le 150 euros du mégawattheure, c'est la facture. La facture, c'est à peu près 50 euros de production d'électricité, et puis à peu près un tiers de taxes, et puis à peu près un tiers d'acheminement de l'électricité. Donc, et alors, ce que je trouve formidable sur la facture de l'électricité, c'est que et le marché de gros dont Bruno Le Maire pense pique-pendre, eh bien ce marché de gros dans votre facture, il représente 10% du prix que vous payez, le marché de gros. Et donc on est extrêmement protégé en France parce qu'il y a un tarif administré de l'électricité qui s'appelle le tarif bleu, dont la plupart des consommateurs bénéficient. Et même si vous n'êtes pas EDF, vous avez le même tarif que la plupart des concurrents. Pas les entreprises. Alors les entreprises ont un autre truc qui s'appelle l'AREN. Oui, mais et donc il y a un prix administré. On mélange tout. À l'arrivée, quand même, tu es aujourd'hui sur une envolée des prix et des prix de gros de l'électricité, voilà, quand même. Des prix de gros de l'électricité. Alors les entreprises sont couvertes, ok, etc. Mais n'empêche que c'est vrai que tu te retrouves avec une instabilité, une volatilité.
tu comprends que les responsables politiques se posent des questions sur cette instabilité et cette volatilité. Toujours pas, parce qu'on est incroyablement protégé, moins quand on a une entreprise, mais en France, il se trouve qu'il y a un tarif administré qui protège les ménages et en grande partie les entreprises de la volatilité et du prix sur le marché de gros de l'électricité. Donc pour toi, c'est pas un sujet. Il y a une espèce de fantasme, et n'oublions pas une chose, l'électricité, c'est une commodité. Qu'est-ce qui caractérise les commodités ? C'est la volatilité des prix. Donc on a un marché de gros qui fonctionne bien en Europe, qui est un bon signal pour le court terme, parce qu'on peut s'approvisionner selon le prix le plus bas, d'accord ? En revanche, c'est très mauvais pour le long terme, mais comme toutes les commodités. François, je ne comprends pas cette histoire de prix le plus bas. La demande, on dit que la demande est inélastique. Donc pour demain, voilà, la demande, elle sera ça. Après, comme l'électricité, on ne le stocke pas de façon économique, après, vous faites un appel d'offres et vous dites demain, qui est-ce qui va produire à tel prix. Ouais. Voilà, et donc les électriciens d'Europe répondent et disent demain, moi je fais tant de mégawattheures à tel prix, etc. Et vous avez comme ça une courbe d'offres qui se construit. Et vous faites l'intersection avec la courbe de demande. Et ça commence par le solaire et l'ordre d'appel des différentes énergies. Et vous vous arrêtez, et vous arrêtez par la dernière centrale dont les consommateurs ont besoin demain, vu le niveau de température et vu leurs besoins, et c'est elle qui fait le prix. Voilà. Et donc ça, c'est un marché. Mais oui, mais c'est elle qui fait le prix. C'est toujours une fossile. C'est toujours une fossile. La dernière centrale appelée, toujours. Enfin, sauf si t'es en abondance. Mais quand t'es en tension, en général, quand t'es en rareté et en tension, c'est toujours une fossile. Et donc, elle va être structurellement de plus en plus chère. Elle va être structurellement... Du fait des crédits carbone, du fait... Et quel est le problème des tensions... Ça dépend. Quel est le problème Le problème, c'est justement des prix d'énergie. Le problème, c'est des prix d'énergie qui s'envolent. Quand toi, responsable politique français, héritier des décisions prises par d'autres que toi qui avaient plus de courage politique, tu te dis, j'ai un parc nucléaire qui me donne justement une très grande stabilité à 45 € le mégawattheure. Après, c'est une autre question. C'est OK, scénario alternatif, contrefactuel, comme disent les économistes, on adore ce terme, contrefactuel, une France électrique isolée. Donc, effectivement, une France électrique isolée, on aurait un prix de l'électricité plus faible parce que le coût de production du nucléaire du parc actuel est bas et très compétitif. En revanche, les Allemands auraient un prix de l'électricité plus élevé, d'accord ? En revanche, les Français, si par malchance, il y a un problème dans tel tuyau pour 10 réacteurs du parc français, eh bien, l'autorité de sûreté nucléaire va dire on arrête, il faut arrêter ces 10 réacteurs. Okay ? Donc là, dans la France isolée, super, on a comme ça un cinquième du parc qui ne peut pas produire parce qu'il y a un problème de sûreté. Donc, oui. Donc, je comprends ce que tu dis. Et on oublie que tous les ans, le 8 ou le 9 février, on est limite voilà. Donc sur la France notre isolée, production électrique. c'est quand même pas une bonne idée. Et d'autre part, il y a un truc qui s'appelle, c'est classique, c'est comme les vases communicants. On ouvre le marché entre la France et l'Allemagne sur l'électricité, c'est ce qu'on a fait depuis 25 ans, d'accord, avec ce marché européen de l'électricité. Eh bien, les Français qui payaient moins cher l'électricité, ils vont payer plus cher, et les Allemands qui payaient plus cher leur électricité vont payer moins cher. Vous avez deux vases communicants, il y en a un qui est en haut, l'autre qui est en bas, et vous ouvrez les vannes. Oui. Voilà. Et c'est le prix de notre sécurité d'approvisionnement. La mutualisation. Ouais, non, effectivement, ce que décrit François, c'est le prix de la mutualisation. C'est l'histoire de l'Europe. C'est-à-dire que, en fait, quand on est isolé, on est effectivement plus sûr de notre méthode de calcul de prix. En revanche, si on a le moindre pépin, il n'y a personne qui va venir nous équilibrer. Et là, effectivement, le rôle de la France en Europe, c'est d'approvisionner, en règle générale, 90% du temps, en énergie pas chère, des gens qui en ont besoin. Le problème, c'est quand nous, on en a besoin, effectivement, derrière, on dit « Ah bah oui, on paye cher ». Bah oui, mais ça, c'est le prix à payer pour avoir cette mutualisation qui donne, en fait, du confort d'approvisionnement à tout le monde. Le prix à payer, c'est qu'effectivement, de temps en temps, on peut avoir, dans des circonstances particulières, on est aujourd'hui dans des circonstances particulières, effectivement, des volatilités extrêmement fortes, comme on a sur certains marchés. Alors en plus, comme c'est pas stockable, contrairement aux autres commodities, c'est un peu différent, mais voilà. Oui, c'est ça, tu peux pas le réguler. Tu peux pas le réguler. Il n'y a pas d'OPEP de l'électricité. Et à un moment donné, comme tu dis, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a intérêt à appuyer sur le bouton maintenant. Voilà. Pas de stockage, tu peux pas faire ton stockage. Non, mais je voudrais vous convaincre du fait que... Mais alors très rapidement, parce que sinon on va pas parler du matelas. Que les ménages et les entreprises en France sont extrêmement bien protégés contre la volatilité du prix de l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tarif administré pour le consommateur final, le tarif bleu, et il y a un tarif qui est en partie administré pour l'industrie à travers l'AREN. Donc
pour donner une analogie, c'est comme lorsqu'il y a des émeutes raciales aux États-Unis et où les flics américains tapent sur les Afro-Américains, eh bien en France, on pense que la police française, c'est la même. Ben voilà, c'est le même effet. C'est-à-dire qu'on pense... Non, mais... Ça va loin, là. Je te regarde. Là, je suis absolument surpris de cette espèce de phénomène. Tu as l'impression qu'en France, tous les consommateurs ont eu la hausse. Mais la hausse, oui, mais c'est rien du tout. Le gouvernement a quand même annoncé un gel, enfin un plafond avec une hausse de 4% maximum, qui aurait dû être de 14% si on avait respecté l'ensemble des critères. Qui aurait dû être d'un peu moins de 10%. Ça aurait dû être d'un peu moins de 10%. Et le gouvernement, ce que je ne comprends pas, le gouvernement, dans un premier temps, il s'agissait de protéger les ménages à bas revenus et qui ont des factures d'électricité colossales parce que leurs logements sont mal isolés. Et maintenant, tout le monde va être protégé. Le chèque énergie était la meilleure solution. C'est là le paradoxe. C'est là le paradoxe gouvernemental, c'est que l'idée quand même au départ du gouvernement, c'est d'augmenter les prix de l'énergie. La taxe carbone, c'est fondamentalement un signal prix. Et l'idée, c'est de dire, on va augmenter, alors pas que de l'énergie, mais en l'occurrence pas mal des énergies fossiles évidemment. On va augmenter le prix des énergies fossiles et donc globalement de la facture d'énergie, de façon à vous inciter à isoler vos logements, mettre de double vitrage, etc. Et donc c'est vraiment cette approche-là qui est un peu perdue là actuellement dans le schéma actuel. Perdu. On a un peu du mal à s'y retrouver. De même que d'ailleurs fermeture de Fessenheim, développement du SMR, c'est pas non plus complètement super cohérent, mais bon. Donc on a du mal à s'y retrouver dans le mix énergétique. Effectivement, la logique, ce serait de dire on assume complètement un prix carbone qui augmente et donc un prix de l'énergie qui augmente et on redistribue ces impôts additionnels sous forme de chèque. Alors, j'aime pas l'idée de chèque énergie parce que précisément ce qu'on veut, c'est qu'ils ne dépensent pas en énergie, les ménages. Donc, je préfère un chèque tout court et libre aux ménages d'arriver à dépenser moins d'énergie parce qu'ils vont prendre moins leur voiture ou qu'ils vont s'organiser autrement, etc. Et qu'ils aient quand même un gain de pouvoir d'achat, en tout cas, une neutralisation du pouvoir d'achat. Il ne faut surtout pas un chèque énergie, il faut un chèque le plus général possible, un chèque en euros, et qu'ils disent, voilà, chaque fois que l'État récupère tant de plus en taxes environnementales, en taxes carbone, il le redistribue intégralement. Et ça, pour moi, c'est la clé parce que c'est la seule façon de rendre acceptable une taxe carbone qui, par ailleurs, est vraiment indispensable. Mais la différence quand même aussi, je suis tout à fait d'accord, la différence c'est que là c'est un choc très très violent pour justement par exemple les Espagnols qui payent plein pot l'augmentation du prix de l'électricité sur le marché de gros, c'est un choc très violent. Alors que l'idée d'une taxe carbone, c'est d'avoir une trajectoire définie à l'avance d'une augmentation progressive. Et donc là, quand même, on est dans des chocs et dans des effets sur les sociétés, sur l'économie et sur les entreprises et les ménages qui sont différents. Soit, tout d'un coup, une facture qui double et de façon inattendue, soit quelque chose qui est annoncé à l'avance avec une augmentation progressive du prix du carbone. Sauf que le prix du carbone, la Commission européenne a décidé, sans doute dans sa grande sagesse, c'est pas ici qu'on nous contredira, d'en faire un marché pour que ce soit efficace, et que la trajectoire de hausse contrôlée, elle n'est plus contrôlée du tout. Et que tu as eu doublement du prix de la tonne de carbone depuis le 1er janvier. Enfin de la même... Oui, non, mais d'accord. Non, mais c'était le but initial. On est d'accord, mais on est rattrapé par ce truc-là, et comme le disait François-Xavier, parce que ça marche, en fait, les gouvernants sont en train de se dire... Oh, non, mais je pense que le fond du problème, c'est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que c'est l'opposition entre pouvoir d'achat et avenir de la planète. Bien sûr. Et donc, surtout en période électorale où le pouvoir d'achat, c'est évidemment un signe et porté haut sur l'agenda. Mais là, on voit bien cette question, pouvoir d'achat versus futur de la planète et la planète qu'on laissera à nos enfants. Un truc là-dessus. Non, parce qu'on n'aura pas le temps de parler de l'offuscation, ce sera pour la prochaine fois. C'est pas grave, c'est une donnée fondamentale. C'est pas d'actualité. Voilà, c'est pas d'actualité. Même si, parce que en fait, voilà, offuscation. Ben alors, si vous connaissez très bien je dois dire que j'ai appris ce mot d'offuscation. Tu connaissais pas du tout. D'offuscation? Pas du tout. François-Xavier connaissait. Non, je connais pas. On a tous appris. Quel teasing pour la prochaine fois. Quel teasing. Donc continuons sur ce sujet, sur les minutes qui nous restent. Non, mais moi, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a effectivement une très grande différence entre une approche économique qui est parfaitement rationnelle et une approche politique et un ressenti social qui est totalement à l'envers. C'est-à-dire que quand on explique le fait qu'on va devoir globalement tout payer plus cher en raison de la transition, de la transition climatique, quand on s'adresse à un panel, en général, c'est oui, on a tout à fait compris que c'était important pour la planète. Après, dans les décisions à la fois de
de consommation d'une part et dans les réactions politiques d'autre part, on a des réactions totalement à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, les gens fondamentalement ne le veulent pas. Mais non, mais parce qu'on ne joue pas franc jeu. C'est-à-dire que, de la même façon que Fessenheim, à aucun moment, tu as un gars qui va venir dire « Ouais, c'est vrai, on s'est gouré ». Non, ils vont nous dire ce qui est faux, la centrale était obsolète, il fallait la fermer, de toute façon, ça n'a rien à voir. Et là, aujourd'hui, par exemple, tu sais très bien, tu as une idée à peu près claire de combien va te rapporter à toi, État, la hausse actuelle des prix de l'électricité. Voilà, 3, 4, 5, 6 milliards. Tu sais que tu auras plusieurs milliards à redistribuer grâce à EDF et grâce aussi à ce marché du carbone, puisque ces crédits carbone, ils sont vendus par la Commission européenne. Et ensuite, ce sont, alors pas encore des milliards, mais des centaines de millions qui reviennent aux différents membres de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas ça sur la table en disant c'est ça qu'on va vous redistribuer? Alors sous une forme à débattre effectivement, mais voilà, il y a une masse de pognon parce que tu veux l'utiliser à autre chose au cas où. Voilà. Exactement. Non, mais parce que déjà le fléchage des impôts est quelque chose d'extraordinairement compliqué à la fois à mettre en place et à organiser. Il y a quand même une loi organique. Enfin, c'est assez compliqué de mettre tout ça en place. On est sur des économies qui, en particulier l'économie française, qui a besoin régulièrement d'augmenter ses recettes parce qu'on dépense tellement qu'on les compense avec de la dette et on sait qu'à un moment donné, ça ne va pas être possible. Et donc, politiquement, on ne peut pas dire aujourd'hui, face à une situation qui, au quotidien pour les Français, n'est pas du tout une situation dramatique, de dire c'est du sang, de la sueur et des larmes. Politiquement, ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais. Quelqu'un qui propose ça, le Churchill du climat, je l'attends toujours. Parce que forcément, il ne sait pas. Peut-être pas, parce que tu as des mécanismes de compensation que tu peux mettre en place. Mais tu peux obligatoirement. Comme le dit François, si tu choisis d'arroser, de bloquer le prix de l'électricité pour tout le monde, ou au contraire, de concentrer tes efforts sur ceux qui en ont le plus besoin, c'est pas la même chose. Mais Stéphane, tu peux mettre en place tous les mécanismes que tu veux, mais déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas recréer une technocratie autour, tu vas recréer une technostructure, tu vas recréer des contrôleurs, tu vas recréer des fonctionnaires, donc tu vas remettre des couches de frais qu'il va falloir payer. Donc avec quoi tu vas le payer? Tu vas le payer avec ta taxe. Pas sûr, forcément. En France, forcément, tu rajoutes toujours des couches, et en plus, tu as un effet. Tu vas forcément avoir un effet décalage dans le temps. Tu auras la Commission nationale de compensation. La haute commission avec le haut commissaire. Il n'y a pas de commission, il n'y a que des hautes commissions. La haute commission nationale de compensation de la transition énergétique. Mais bien sûr, avec des comités de pilotage et avec des. François, vous la présiderez? Moi, je suis plus optimiste. C'est-à-dire qu'on assiste quand même depuis quelques mois seulement à une prise de conscience que la transition énergétique, ça sera justement des sueurs et des larmes. Il y a une prise de conscience, on parle de plus en plus du fait que, oui, ça va coûter, c'est pas facile, on va avoir des coûts les premières années, assez longtemps, et on a des coûts maintenant pour des bénéfices beaucoup plus tard. Voilà. Donc, et c'est en train de se dire, alors qu'avant, c'était... Je suis pas sûr qu'ils sont en train de se dire, moi, mais enfin bon. Ça commence. J'étais étudiant à Mines Paris-Tech, quoi, mais... Non, même alors chez les Verts, il ne faut pas exagérer, mais ou même, puisqu'on parlait de fragmentation des différents partis, des opinions, eh bien, même chez les Verts, il y a des gens qui ont pris conscience que, c'est pas gagné, c'est pas le double dividende, on va créer des emplois. Je pense que tu as deux choses, en fait. D'abord, François-Xavier, et puis ce sera à la fin. Ça va coûter beaucoup moins cher que ce qu'on croit, à mon avis. Aujourd'hui, si tu facturais la tonne de carbone à 100 €, tu aurais un montant total de taxes qui serait de l'ordre de quelques pourcents du PIB mondial, ce qui est beaucoup évidemment, mais ce n'est pas non plus quelque chose de totalement hors de propos, hors de portée. Et surtout, ce sont des technologies dont les coûts baissent extrêmement rapidement. Les coûts de production d'énergie décarbonée, les coûts de viande synthétique, en tout cas les coûts des technologies alternatives que décrivait Bill Gates dans son bouquin avec ce qu'il appelait les green premium. Ces green premium baissent de plus en plus vite. Et donc je pense qu'il va se passer exactement la même chose que ce qui s'est passé par exemple pour l'automobile. Aujourd'hui, une automobile est de bien meilleure qualité avec des dispositifs de sécurité, la climatisation, le machin qui n'existait pas il y a 40 ans, et elle est moins chère. Elle est 2 fois moins chère aujourd'hui qu'en termes de pouvoir d'achat, en termes de salaire, qu'il y a 40 ans. Et donc, non, François-Xavier. Bon, enfin bref. Et elle permet d'aller plus loin. Émission sur l'automobile à venir. Non, elle est plus chère, elle est de plus en plus chère. En termes d'heures de travail salariés pour elle est moins chère. Une automobile.
2 fois moins cher. En Rendez-vous fait- à la prochaine, on sort les chiffres. En fait, le sujet, c'est que l'impossibilité de comparer, d'ailleurs, on aura bouclé la boucle parce que Wilfried a commencé là-dessus, c'est qu'en fait, elles ne sont plus comparables, ces Oui, voitures. Voilà. bien sûr, elle est mieux, Entre, elle est beaucoup mieux et elle est moins chère. exactement. Elle est plus comparable et moins chère. Talbot de mon père et la 3008 aujourd'hui, tu ne peux plus comparer. Exactement. Mais il l'a payé plus cher. Non, le Talbot de mon père, c'était mieux quand même. Du vôtre, du mien. Bon, les amis, merci pour tout cela. Mhm. Et donc, on se retrouve très bientôt. Je ne vous ai pas convaincu sur le fait que les Français ne sont pas exposés au prix du marché de gros très marginalement. Alors que c'est. Si. Non, mais tout le monde a l'air. J'étais vraiment très étonné de voir partout cette idée-là. Et il se trouve que non. Voilà, on est très peu. Si tu veux, parce que tu as des couches. Si tu Bon, veux, mais on est au bout. dans ta Mais non, mais là, facture. il y a le Non, mais générique on est qui au bout. tourne, etc. Et tout, on continue à discuter. Le prix de l'électricité, on en refera une sur le prix de l'électricité. Et à ce moment-là, je t'inviterai. Voilà, on va refaire ça. Les amis, on se retrouve demain.